Ok, salut la famille, comment on va? J'espère qu'on se porte très bien. Voilà, c'est cette nouvelle série spéciale Cannes qu'on a commencé sur notre chaîne. Je crois que la vidéo précédente, les gens ont assez apprécié. Et voilà, on veut continuer un peu dans ce courant, au moins tout au long de la Cannes, que ce soit les quelques semaines que la Cannes va se jouer. On va essayer de faire des vidéos au fur et à mesure, faire des analyses chaque semaine, essayer de voir un peu comment ça se passe avec la Cannes, les différents matchs qui vont être joués et tout ça là. Donc, il y a Julou qui se prépare. On va faire ici la deuxième vidéo toujours d'analyse, comment je dis un peu, en fait, pour avant la CAN, quoi, d'analyse avant la CAN ici et voir un peu les sélections et tout, comme on a fait un peu la vidéo précédente et donner un peu notre rendu global sur la CAN. Donc, Jean-Marc, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ravi de revenir sur la page pour l'épisode 2. C'est vrai que j'ai vu certains commentaires qui n'étaient pas très d'accord sur nos avis sur la vidéo 1, mais sur la première vidéo. Mais c'est ça, on essaie effectivement de donner nos avis au fur et à mesure de la compétition sur la CAN. Et aujourd'hui, on va parler d'autres équipes, je pense. Donc, une fois de plus, merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ouais, donc voilà, on reste au foot, mais c'est vrai que je suis parisien là, désolé pour les... Toi qui n'es pas Paris, bon, on est resté un peu dans la logique foot. La première vidéo, j'avais un match du Cameroun et tout. On va essayer de ramener toujours cet esprit foot. Et puis, Jean-Marc, effectivement, il a mot de joueur, c'est un pro et tout. On va continuer aujourd'hui toujours avec l'analyse des sélections. La semaine passée, on a parlé un peu de la sélection camerounaise, la sélection ivoirienne, marocaine, sénégalaise, congolaise. On essaie un peu de donner notre point de vue sur ces sélections-là, ce qu'on attend de ces sélections-là et tout. On essaie un peu d'échanger. On s'est un peu beaucoup étendu sur la sélection camerounaise et parce qu'il y avait beaucoup à dire et tout. C'était assez long. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas aussi longue que la vidéo dernière. Mais on va essayer toujours de voir encore les différentes sélections, notamment le Nigeria, l'Égypte, le Gabon et l'Algérie, qui sont aussi d'autres sélections. Enfin, comme on a dit à la dernière fois, c'est vraiment sans discrimination. Là, c'est de voir un peu quelques sélections phares où voilà, les gens parlent beaucoup, ça parle beaucoup sur les réseaux. Essayer un peu de donner nos avis là-dessus. Essayer un peu de voir quelles sont nos attentes et voilà, voir un peu le passé de ces équipes-là. N'est-ce pas? On va commencer avec la session gabonaise qui a montré de très bonnes choses, notamment tu avais des tauliers comme Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina aussi, Mario qui est aussi un très bon joueur. Et voilà, pour ne citer que ceux-là avec Baba, Loïc, Maurice au niveau des gardiens de but. La liste n'est pas assez exhaustive, mais on va se limiter à ces quelques joueurs. Jean-Marc, aujourd'hui, quand tu vois la sélection gabonaise et même le rendu qu'ils ont donné euh, lors des qualifications, notamment pour la Coupe du Monde, et on a vu que c'était très serré dans leur poule avec la Côte d'Ivoire et tout, ça s'est joué vraiment au fil de l'aiguille et tout. Qu'est-ce que tu attends de ce Gabon qui est aussi dans la même poule que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et aussi Le Mozambique. voilà, le Mozambique qui est voilà. Donc, quels sont d'abord ton ressenti? Toi qui a eu à, faut le rappeler, tu as eu à vivre au Gabon, tu as fait beaucoup d'années de ta vie au Gabon et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ces sélectionnés et puis qu'est-ce que tu attends du Gabon? Bah, je pense que je m'attendais pas à moins que ça. Je pense que c'est une sélection où, une des rares sélections d'ailleurs, où tout le monde est à sa place. Je suis vraiment satisfait quand je vois le milieu de terrain, notamment avec Mario Lemina, le retour de Ndong Ibrahim, qui nous Mhm. a manqué pendant plusieurs sélections. Le retour aussi de Lofilou Kangangelo. Donc, je suis plutôt très agréablement surpris et très positif, plein d'espoir pour cette équipe du Gabon. Je pense qu'il y a moins de faire quelque chose quand on voit à ces noms-là. C'est pas les noms qu'on voit chaque week-end en Europe, mais je peux t'assurer en termes de qualité, c'est des joueurs qui ont beaucoup apporté. En parlant de, on ne voit rien en Europe. Mario Lemina, il a un peu prouvé partout. Il est aujourd'hui en Turquie. Et quand on regarde aussi en attaque, il y a Alevina, il y a Aubameyang qui fait une très bonne saison, il y a Denis Bouanga qui est sorti deuxième meilleur buteur de la MLS la saison dernière. Donc, je vois une bonne équipe. Je vois une équipe qui peut créer des surprises, une équipe qui a, lors des qualifications de la Coupe du Monde, montré beaucoup de bonnes choses, il faut se le dire, et qui a perdu contre le Sénégal sur le fil aussi. Donc, je pense que cette équipe du Gabon a, c'est prometteur. En tout cas, moi, j'espère
je pense qu'ils pourront créer la surprise. Surtout quand on sait que c'est une équipe qui a souvent eu beaucoup de difficultés en Coupe d'Afrique des Nations, même parfois à se qualifier. Oui, Donc, oui, je pense effectivement, qu'on a un groupe, effectivement. on a un groupe qui peut créer une surprise. Ouais. Et puis moi aussi, je vais dire, le Gabon, ça reste un pays assez connu en Afrique et partout dans le monde entier, notamment avec la figure phare Pierre Aubameyang qui a remporté le Ballon d'Or et d'autres trucs. Je vois toujours le Gabon comme une équipe, on parle beaucoup, on connaît le pays et tout, mais qui n'est jamais au rendez-vous. On a toujours l'impression comme s'il y a quelque chose qui manque. On a toujours l'impression comme si la dernière CAN, je ne sais pas, ils n'ont pas participé à la dernière CAN. Donc, on se dit toujours. Donc, c'est une équipe potentiellement qui fait peur, mais à la fin de la journée, par exemple, le Burkina aujourd'hui qui fait de très bonnes choses, on met le Burkina, on met le Gabon. Bon parti le Gabon, mais concrètement, le Burkina produit un beau football comparé au Gabon. Tu vois, ils ont bien fait. On a vu la dernière CAN, ils sont en quart de finale. Donc, est-ce que tu penses que le Gabon, maintenant, est en train de comprendre un peu la manette est en train de prendre? Je pense que la manette est en train de prendre. Ouais, ouais, ça c'est une très bonne question. Moi, je pense que ton expression, ton impression est partagée. On a souvent eu beaucoup l'impression que le Gabon est beaucoup entendu, mais qui parfois manque ses rendez-vous, qui parfois a fait des prestations assez regrettables. Mais je pense que c'est surtout un problème de sélectionneur. Je pense que le Gabon a connu une histoire avec des sélectionneurs assez particulières. Des sélectionneurs qui parfois, à mon goût, n'avaient pas le niveau pour gérer une équipe comme celle du Gabon. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le sélectionneur sait ce qu'il fait. Même si je pense que parfois on a des choix, parfois on a des choix tactiques, technico-tactiques qui peuvent laisser à penser autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on retrouve quand même un certain équilibre avec le coach qui est lui-même gabonais. Donc je pense que l'équipe du Gabon a souvent beaucoup eu à faire les sélectionneurs pas très performants. Je pense que c'est ça le problème du Gabon. Je pense que si le Gabon avait connu des grands sélectionneurs, comme beaucoup de pays ont connu, comme le Cameroun, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, j'en passe, on aurait un Gabon qui a déjà joué au moins une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions, Coupe d'Afrique des Nations, autant Ouais, pour moi. Mais malheureusement, on a souvent l'impression que les sélectionneurs ne sont pas au rendez-vous. ouais, ouais. Mais je pense que oui, les joueurs, ils sont pas inférieurs à d'autres joueurs Mhm. à d'autres équipes qui D'autres vont un peu sélections, ouais, plus. Voilà, ouais, je pense que c'est les ouais. joueurs qui se regardent droit dans les yeux, mais parfois avec les choix des coachs, parfois avec les consignes des coachs, Ça devient compliqué, ouais. ça devient très Ouais. compliqué. Bah, pour moi, j'attends pas grand-chose de cette sélection gabonaise. Moi, je suis un peu dans le voir avant de croire. Je suis en mode Thomas là. Et je me dis, ben, si le Gabon sort déjà les phases de poule, parce que ça serait une poule, pratiquement la poule de la mort, que le Gabon à l'intérieur. Je me dis, si le Gabon sort déjà ces phases de poule, ça sera déjà quelque chose de très bien. Attendons de voir. On va continuer un peu avec une autre sélection aussi, une très belle sélection africaine qui font de très bonnes choses avec l'Algérie. Notamment, il y a des gens qui reviennent avec des Mahrez, des Slimani qui reviennent, qui font de très belles choses aussi. On a aussi Ben Sibaini qui est aussi là. On a Bento au niveau des goals. Cette sélection algérienne au jour d'aujourd'hui, jamais, là, ça remonte à l'édition, deux, trois éditions, ils ont gagné, bah, juste avant le Sénégal, parce que c'était l'Algérie, Sénégal, ensuite Côte d'Ivoire, et puis, parce que le Sénégal gagne au Cameroun, c'est ça, non? Et puis Côte d'Ivoire, et puis maintenant on est là. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de cette sélection algérienne qui n'a pas joué, il faut le préciser, la dernière Coupe du Monde en 2022. Ils sont qualifiés pour cette Coupe du Monde-ci. Qu'est-ce que tu attends de l'Algérie aujourd'hui pour cette canne? Bon, je pense que l'Algérie, est un peu en reconstruction. Je pense que l'Algérie est un peu en reconstruction. Mais je pense qu'ils ont beaucoup d'individualité. Je pense que même lors des derniers CAN, ils ont montré pas mal de bonnes choses. Je me rappelle du match que j'avais vu lors de la CAN, l'avant-dernier CAN. Au Cameroun? Oui, le Ouais. match Côte d'Ivoire-Algérie, ils avaient montré de très bonnes choses. Mais malheureusement, le score n'était pas au final. Donc, je pense Mhm. que c'est une équipe qui est qualitative. C'est une équipe qui joue bien au foot. Mhm. Mais c'est une équipe qui parfois peine à arriver. Ouais, à Parfois, concrétiser, quoi. ouais, Ouais. parfois ça. Mais je pense que c'est une équipe à ne pas négliger Ouais, durant ouais, cette ouais, CAN. Je pense que ouais. c'est une équipe qui peut créer la surprise. Mhm, mhm. Surtout que ça se joue dans leur, un peu chez eux, quoi. Dans l'atmosphère, effectivement. Moi, pareil comme toi, parce que d'un point de vue technique, je crois que l'Algérie, c'est souvent l'une des équipes les plus techniques qu'on voit souvent jouer en Afrique.
Je pense à l'Algérie, je pense au Sénégal. D'un point de vue technique, vraiment, quand tu vois les joueurs, tu as l'impression que même le défenseur peut porter le ballon et tout. L'Algérie, vraiment, ils posent de bonnes choses, mais malheureusement, ça ne concrétise pas. Il y a eu cette CAN qu'ils ont remporté, qui était très bien, n'est-ce pas? Derrière, même, on a vu, quoi son nom, mais Chamarès a remporté le ballon d'or et tout, africain. Voilà, il y a la Coupe du Monde derrière, comme tu as dit la vidéo précédente, que voilà, ça sera aussi un bon test, une bonne préparation aussi pour la Coupe du Monde. Il faut voilà, entrer vraiment avec, dans cette cadre vraiment avec la gagne. Pour moi, personnellement, je pense que l'Algérie au jour d'aujourd'hui, j'attends pas, je veux pas dire j'attends pas grand chose d'Algérie, mais je me dis, c'est l'équipe qui va faire, il va falloir faire attention. J'ai l'impression que c'est l'équipe que personne ne veut croiser. Parce que après, ils ne donnent pas toujours des bons résultats, mais derrière, ils peuvent taper n'importe qui. Je pense que n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe vraiment que on peut dire que l'Algérie ne peut pas battre. Ils peuvent se faire battre par n'importe qui, ils peuvent aussi battre n'importe qui. Donc, je pense que l'Algérie aujourd'hui, c'est l'équipe à faire attention, c'est l'équipe à ne pas croiser pour une grande sélection, pour n'importe qui en Afrique aujourd'hui en Afrique, parce qu'ils peuvent faire du mal s'ils tombent sur vous. Comme. Ouais, je partage ton sentiment. Je partage ton Euh, sentiment. donc, moi, je pense que voilà, je pense que où est-ce que je les place? Je les place peut-être quart de finale. Je me dis, quart de finale. S'ils font moins que la quart de finale, je dirais que ça serait un échec. Pour moi, si l'Algérie fait moins que les quarts de finale, bon, ça serait un échec. Après, huitième de finale, ça sera pas mal. Mais je me dis quart de finale au moins, ils auront fait quand même une belle compétition. On va continuer ici avec une autre équipe, notamment le Nigeria, qui est l'ancien finaliste, n'est-ce pas, de la CAN. Il finit à la deuxième place à la dernière CAN en Côte d'Ivoire et tout. On a les joueurs qui reviennent naturellement avec les Victor Osimhen. On a Samuel Chouwenze. On a, n'est-ce pas, Moses Simon. Au milieu de terrain, on a, n'est-ce pas, Wilfried Dini. On a Frank Oyenga. Ousmane Mohamed, David Bassé à défense, Stanley Nwabou au goal, Francis Ozon aussi au goal. Désolé si je prononce un peu les mots à la française. Et aussi, je cherche un joueur là, c'est juste que Ademola Lookman, voilà, c'est lui que je cherchais, Ademola Lookman, ce qui revient. On connaît ses débuts de saison, ça a été compliqué avec son club, on parlait de transfert et tout, ça n'a pas abouti. Il continue à jouer toujours maintenant. Il joue à l'Atlanta, c'est ça, non? Oui, donc il continue à jouer. Qu'est-ce que tu attends du Nigeria à cette CAN? Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette sélection Nigeria à cette CAN? Dernier finaliste de la CAN passée, ils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde, il faut le rappeler encore. Voilà, donc je crois que beaucoup de, notamment le Cameroun et le Niger, c'est l'une des grandes, ce sont ces grandes nations africaines qui n'ont pas pu prendre le ticket pour la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que tu attends pour le Nigeria? Ouais, déjà c'est un euphémisme hein, quand tu parles des grandes nations africaines. Le Nigeria, c'est effectivement une très grande nation africaine. C'est l'une des plus titrées et même c'est l'une des nations qui a toujours fait vibrer cette compétition-là. Après, je suis déçu parce que ce Nigeria-là, c'est une équipe qui peut justement, c'est une équipe Coupe du Monde. Je veux dire, c'est une équipe qu'on voyait aller en Coupe du Monde. Je suis déçu qu'ils n'ont pas pu se qualifier parce que en termes de qualité, tu as quand même de bons joueurs, de bonnes individualités. Tu as cité Lukman, mais il n'y a pas que Lukman. Il y a les Chikozé, celui de Galatasaray, comment il s'appelle, les Simons. Tu as Osimhen. Tu as quand même beaucoup de bons joueurs. Et même quand tu reviens en défense, tu as des joueurs qui jouent en première ligue. Donc, je pense que c'est une équipe que j'aurais aimé voir en Coupe du Monde. Je veux dire, c'est une équipe qui peut justement aller bas des nations en Coupe du Monde, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller. C'est dommage. Je trouve ça, c'est un échec pour moi de ne pas de voir une équipe aussi qualitative comme celle de Nigeria, comme tu as dit, qui a été en finaliste de la CAN, voilà, qui a montré de très belles choses, qui ne va pas à la Coupe du Monde, c'est déjà un échec. Si on revenir sur la CAN, je pense que ils sont clairement favoris à aller soulever ce trophée. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. C'est dans le foot, le fait d'avoir rapporté déjà, c'est pas à négliger. Ils ont déjà rapporté la CAN donc plusieurs fois. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut, qui va aller gagner cette CAN, surtout qu'ils ont encore le goût amer de la dernière expédition. La DECAN à la finale, effectivement, en Côte d'Ivoire, ouais. Donc voilà, effectivement, ça oui, je pense qu'effectivement, le fait qu'ils ont eu à remporter la CAN aussi, c'est quelque chose de très positif, n'est-ce pas? Et ça donne et comme je disais lors de la dernière vidéo, je pense que
c'est important d'avoir cette expérience africaine. Après, il y a les équipes qui jouent et tout, mais j'ai l'impression comme si. L'Égypte, par contre, on va parler de l'Égypte. L'Égypte, par contre, on voyait que l'Égypte était une des équipes à l'époque qui avait une très belle expérience africaine. Ils connaissaient le jeu africain, ils connaissaient cette compétition africaine et ils faisaient de très belles choses. On voit l'Égypte faire des bonnes choses à la CAN, ils allaient à la Coupe du Monde. Par contre, ils ne faisaient pas de très bonnes choses. Et je pense que le Niger, c'est cette équipe-là, malgré le fait qu'ils n'ont pas remporté beaucoup de CAN dans leur histoire, mais c'est cette équipe-là, chaque fois qu'on dit à CAN, ils sont au rendez-vous. Moi, je pense qu'ils connaissent vraiment ces compétitions. Et pour moi, personnellement, en tant que demi-finaliste, effectivement, en tant que demi-finaliste de. Qu'est-ce que tu dis? En tant que finaliste, n'est-ce pas, de la dernière CAN et tout, ils ont raté avec ce Guamé, comme tu parlais. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que si le Niger a fait moins que les demi-finales, je pense que ça sera quand même un échec. Vu que, moi, je pense personnellement, après, c'est vrai qu'à la dernière vidéo, tu as dit que effectivement, peut-être la CAN, ça sera une opportunité pour les joueurs de tout donner pour la Coupe du Monde, parce qu'après, ils ne sont pas sûrs derrière d'être sélectionnés pour la Coupe du Monde et tout. Mais moi, je me dis, c'est encore même une opportunité pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour la Coupe du Monde de donner encore tout, parce que derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a pas une autre compétition. Je ne veux pas dire une compétition qui va les sauver, quoi. Une compétition, comment dire, bonus, tu vois. La Coupe du Monde n'est pas une compétition bonus, mais c'est pour dire que derrière, il n'y a rien qui vont. Ce qu'on va retenir d'eux en mémoire, ça sera leur prestation à la CAN. Et si c'est qu'il n'y a pas la Coupe du Monde derrière pour venir montrer notre visage, derrière, ce n'est que la CAN. Donc, je pense que le Nigeria, juste aujourd'hui, non seulement ils ont été finalistes la dernière fois avec la Côte d'Ivoire où ils ont perdu en finale, après, ils ont raté les qualifications pour la Coupe du Monde. Je me dis que le Nigeria va tout donner pour cette CAN, pour essayer notamment. C'est une des équipes, si je pense qu'il y a une équipe qui va aller vraiment pour dire allons la gagner à fond, ça sera le Nigeria. Parce qu'ils ont tout en fait pour aller à fond. Sinon, si c'est qu'ils ne vont pas à fond, derrière, qu'est-ce qu'on retient d'eux? La prochaine CAN, c'est en 2027, là. Tu vois, c'est dans 2 ans. Tu vois, donc, moi, je me dis, si c'est pas maintenant, c'est quand? Tu vois, donc, moi, je pense que le Nigeria, ça sera l'une des équipes que j'attends au moins dans le dernier carré, demi-finale. Et voilà, quoi. Peut-être la gagne. Et comme je disais, j'ai parlé du Sénégal pour la gagne. Je pense qu'aujourd'hui, le Niger, c'est une des équipes que je pense aussi qui peut la gagner, cette compétition. Est-ce que tu vois comment? Ouais, bien sûr, le Nigeria peut la gagner, il va aller pour la gagner. Je veux dire, le Nigeria, comme tu as dit, ils n'ont plus d'autres objectifs. Ils vont tout donner, ils vont essayer de tout donner pour cette CAN, parce que après ils ne vont pas à la Coupe du Monde et ce sera peut-être l'une des rares chances pour beaucoup dans cet effectif-là d'aller chercher un trophée. Donc, je pense qu'ils vont tout donner. Et puis, c'est une équipe qui a aussi, comme tu as dit, qui a de l'histoire dans cette compétition. C'est une équipe qui a montré certaines continuités. Donc, je pense que ce sera l'occasion pour eux d'aller justement prendre ce sac pour au moins honorer cette génération-là, parce que on a quand même une génération qui est en train de passer. On a des joueurs qu'on ne reverra peut-être plus dans 2 ans. En tout cas, pas à ce niveau. Et puis, il y a des légendes, là, aussi même aujourd'hui. C'est ça. C'est une légende africaine, hein, qu'on le veut pas. Il a le ballon d'or, il a fait de très belles choses à la Roma et tout. À Naples, je veux dire, il a fait de très belles choses à Naples et tout, meilleur buteur du championnat et tout. Il a fait de très belles choses à 400. Les gens l'oublient. Ousmane a été meilleur buteur du championnat turc l'année dernière. Les gens ne voient pas ça. Cette année, il fait encore de très belles stats et tout. Donc, ils sont vraiment des joueurs légendaires là-bas. Ademola Lookman aussi, l'avant dernier finaliste du Ballon d'Or et tout. Je me dis, si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est pas maintenant, vraiment, c'est quand? Donc, pour moi, je vois vraiment le Nigeria remporter cette compétition. Même, je vois le Nigeria même devant le Sénégal. Hein. Je me dis aujourd'hui, le Nigeria peut remporter cette compétition. Malgré qu'ils ont montré de très mauvaises prestations aux qualifications. Et c'est vraiment regrettable. Ils ont montré de très mauvaises prestations. Pour moi, je pense que c'était une poule prénable. Après, il y avait l'Afrique du Sud qui n'est pas aussi une petite équipe. On a vu l'Afrique du Sud la dernière CAN qui joue, n'est-ce pas, la demi-finale là, contre le Nigeria à la dernière CAN. Donc, l'Afrique du Sud qui n'est plus une petite équipe aujourd'hui. Et dire que le sélectionneur Hugo Bros qui amène l'Afrique du Sud à la demi-finale, qui qualifie la Coupe du Sud pour la Coupe du Monde, était l'ancien sélectionneur du Cameroun. En 2019, on a gagné la CAN avec lui pour dire en fait, on revenait sur les sélections. En fait, que vraiment, Hugo Bros au Cameroun, souvent, on laisse partir des très bons sélectionneurs, on ne sait pas pourquoi, mais après, bon, il ne pourrait pas rester éternellement. 2017 à maintenant, ça remonte à pratiquement presque 10 ans là. Donc, voilà, donc. On va continuer avec la dernière sélection. On a parlé aujourd'hui, une très belle sélection aussi, la sélection égyptienne.
avec des joueurs qui reviennent, notamment le capitaine Moussa là, qui on pourra en parler un peu plus dans cette équipe. On a les Hamdi Fatih qui sont là, on a les Ahmed Saïd Sissoko, on a les Ahmed Eid en défense, on a les Rami Rabia en défense, on a les Yasser Ibrahim en défense, on a Mohamed El Chenaoui au goal, on a les Mustapha Chobière au goal. Jean-Marc, j'ai envie de dire, on a parlé un peu de la sélection égyptienne. Ça fait longtemps, on a pu vu l'Égypte au toit, sur le toit de l'Afrique. La dernière CAN égyptienne, je pense que ça remonte à combien? Ça remonte plus de 10 ans là, plus 12 ans, je pense. C'est en 2008 que l'Égypte gagne sa dernière CAN. C'est parce que 2008, je pense, c'est l'Égypte, et puis 2010, c'est au Gabon, non? Une autre équipe gagne, je crois que c'est la Zambie, je sais pas quoi. Mais après 2012, je crois que c'est. Bon, après, ça remonte pratiquement à plus de 10 ans. Disons la vérité que l'Égypte a remporté la CAN. Et puis, c'est vrai qu'en 2021 au Cameroun, l'Égypte finit finaliste avec le Sénégal. Le Sénégal bat l'Égypte au tir au but. La dernière CAN, je crois que l'Égypte sort pratiquement au huitième de finale et tout. L'Égypte ne propose plus quelque chose de concret en Afrique aujourd'hui, même en Coupe du Monde. À la dernière Coupe du Monde, l'Égypte n'a pas fait quelque chose de fameux. C'est à peine si c'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est vrai que dans l'histoire de l'Égypte n'a jamais réellement été très très bon en Coupe du Monde. N'est-ce pas? Je crois qu'il y a une fois, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec Moussa et tout. Mais l'Égypte n'a jamais réellement prouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de cette sélection égyptienne aujourd'hui? Moi, je pense que la sélection égyptienne est un peu en fin de cycle. Hein. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu ne le vois pas après Mo Salah, qui aussi vit des mauvais jours avec Liverpool, hein, il faut le dire. Donc oui, je pense que Liverpool est en fin de cycle et n'a pas vraiment pu l'Égypte, autant pour moi. Mo Salah à Liverpool, on va reparler, lui. Mais... Ouais, l'Égypte a un mauvais cycle et n'a pas pu se renouveler. Et même avant l'arrivée de Mohamed Salah, ils étaient déjà en fin de cycle. Donc, l'arrivée de Mohamed Salah a donné un autre souffle, à l'équipe. Mais derrière, avant, il y avait des Mohamed Zidane, il y avait tous ces gars-là, il y a toute cette équipe-là. Mohamed Salah est venu un peu comme redorer. Mohamed Salah, il n'a pas remporté de CAN, hein, malgré tout le grand joueur qu'il a été. Il a fait 2 fois la finale, face au Cameroun en 2017, face au Sénégal. 2 années successives, ils ont fait la finale, ils ont été finalistes. 2017 face au Cameroun, 2021 face au Sénégal, mais ils n'ont pas gagné. Ouais. Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est une équipe un peu en fin de cycle qui n'a pas trouvé de remplaçant. Je veux dire, autant quand on regarde l'équipe du Maroc avec beaucoup de joueurs qui arrivent, autant à l'équipe d'Égypte, il n'y a pas beaucoup de. C'est un peu encore la vieille mamite qui sert à faire les nouvelles sauces. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça le problème que je vois avec l'Égypte. Après, ça reste l'Égypte, hein, donc ça me surprendrait vraiment pas de les revoir en finale. Et peut-être qu'ils auront cette fois la chance de gagner. Mais je veux dire, l'Égypte, ça reste une équipe qui connaît la compétition, qui a la compétition dans ses jeunes, qui est la plus titrée d'ailleurs de cette compétition devant le Cameroun. 7 fois champion à la CAN. Ouais. Voilà, donc ça reste une équipe qui connaît la compétition et qui fait souvent de très bonnes surprises. Très belles prestations. Oui, et moi je pense aussi que, sans te couper, je pense aussi que, voilà, moi je mets un peu l'Égypte un peu dans l'analyse un peu que j'ai fait sur l'Algérie, par exemple, parce que je vois aujourd'hui l'Égypte, c'est l'équipe que personne ne veut rencontrer. Je me dis, c'est une des équipes que, voilà, malgré le fait que ils ont parfois des prestations décevantes et tout, on peut le dire, après, décevantes, c'est trop dit, mais je pense que c'est une exception aujourd'hui que tu n'as pas envie de rencontrer l'Égypte sur ton chemin. Tu n'as pas envie de finir les phases de poule et puis derrière en huitième de finale, c'est l'Égypte que tu rencontres. Ça va être du costaud, ça va être du lourd. Comme tu as dit, c'est une équipe qui est habituée à cette compétition. Je pense que c'est une équipe qui vraiment, quand ils viennent, s'il y a une équipe du Maghreb qui a vraiment très souvent tout donné à cette CAN, je pense que ça sera l'Égypte. Tu vois. Après, récemment, il y a l'Algérie qui a aussi beaucoup chauffé à la CAN, mais je pense que l'Égypte, depuis des années, prend cette CAN vraiment au sérieux et réellement vient vraiment avec cette envie de gagner.
vraiment prennent ça vraiment à cœur, je veux dire, voilà, comme vraiment, comme ils sont proud, comme on dit en anglais, de cette compétition. Ils ne viennent pas juste parce que c'est une compétition comme tous les autres, effectivement. Et je crois que d'autres équipes africaines, notamment même l'Afrique du Sud, on commence à voir comment ils commencent à prendre les choses au sérieux. L'Afrique du Sud qui, un temps, se concentrait juste sur le rugby et tout, ils se sont dit, mais tiens, la CAN est là, on peut montrer de belles choses. Il faut le rappeler, l'Afrique du Sud a un très bon championnat sud-africain, beaucoup de joueurs africains qui vont en Afrique du Sud pour jouer. Ils préparent bien leurs joueurs et on peut le voir. La majorité des joueurs africains jouent localement. Ce sont des joueurs locaux, ils ne jouent même pas à l'étranger. Donc, il y a quelques rares joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, je pense que la même chose avec l'Égypte. Pour moi, je pense que l'Égypte aujourd'hui est un peu comme à l'image de l'Algérie, voilà, que personne ne veut croiser et aussi qui, on ne sait jamais, c'est imprévisible, quoi. Une équipe vraiment imprévisible qui peut à la fois décevoir, mais à la fois aussi surprendre tout le monde et voilà, remporter cette compétition. Donc, voilà un peu mon analyse face à l'Égypte. Est-ce que tu penses que Mohamed Salah pourra utiliser l'opportunité de la CAN pour réellement, entre guillemets, se venger et montrer de quoi il est capable? Ouais, ça là, c'est un joueur de classe mondiale. Donc, Ouais. il va. Parce que là, maintenant, il a des difficultés avec Liverpool. Ouais. Et certaines personnes le prédisent même de quitter en milieu de saison, Ouais. au mercato d'hiver. Ouais, il a les difficultés. C'est parce que Liverpool a un problème. Je veux dire, c'est l'équipe de Liverpool qui est en échec avec le sélectionneur Anslo. C'est pas Mohamed Salah le problème, c'est l'équipe qui ne tient pas debout. Et ça, on peut le voir. On peut voir les performances. On peut voir que la nouvelle recrue et qui a coûté beaucoup de millions a à peine marqué un but. On a vu même 8 des joueurs de classe mondiale qui ont prouvé ailleurs. On peine à trouver leur marque à Liverpool. Donc, c'est le collectif, c'est l'équipe qui a un problème, c'est pas Mo Salah. Après, pour revenir sur Mo Salah, je pense que ça reste un joueur de classe mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, Mo Salah n'a pas très grand chose à prouver en Afrique. Comme tu as dit, il n'a pas gagné de CAN. Donc, je pense que quand il vient à la CAN, c'est aussi cette revanche-là de pouvoir soulever le trophée. Mais oui, on va voir un grand Mohamed Salah à la CAN. On va voir un Mohamed Salah un peu plus en jambes. C'est vrai qu'il n'a pas joué les 3 derniers matchs de Liverpool pour des raisons assez mystérieuses. Mais ça reste que Mohamed Salah, ça reste un joueur de classe mondiale. Ça reste un joueur qui va venir à la CAN et qui va montrer de très bonnes choses. En tout cas, on l'espère. Bon, moi, je pense aussi pareillement. Moi, je pense que ça sera une bonne opportunité pour relancer sa saison, pour montrer vraiment ce grand jeu dont il est. Parce que, voilà, après, même s'il est en baisse, tout, ça reste un joueur vraiment de classe mondiale. Il faut le rappeler, la dernière saison, il finit quand même, je crois, meilleur buteur du championnat anglais, devant des jeunes comme Erling Haaland et tout. Il était dans le classement des ballons d'or jusqu'à la dernière demi-saison. Que bon, après le échec face à Paris, notamment, voilà, c'était un peu plus compliqué pour le reste de la saison pour lui. Mais je pense que, voilà, je pense que Moussa là aujourd'hui, comme tu as dit, il est en fin de carrière, il a aussi quelque chose à prouver. Je pense qu'un de ses rêves, c'est remporter cette canne. Et il va tout donner. Moi, je pense qu'il va tout donner pour cette canne. Et je le souhaite le meilleur pour cette canne. Donc, Jean-Marc, on va essayer un peu d'aller ici, poule par poule, pour faire des prédictions. On ne peut pas sans parler de toutes les équipes. Vraiment, il y a tellement à dire. Il y a des très belles nations. Il y a le Mali qui propose de très belles choses, l'Afrique du Sud propose de très belles choses, on a le Burkina qui propose de très belles choses, on ne peut pas parler de tout le monde. On a sélectionné quelques équipes phares de la compétition, effectivement, pour essayer un peu d'analyser et voir un peu qu'est-ce qu'on attend de ces équipes-là, qu'est-ce qu'on attend de la compétition en général. On a parlé un peu de ce qu'on nous attend sur la compétition au Maroc et tout. Jean-Marc, on va aller maintenant ici un peu poule par poule, essayer un peu de voir, donner un peu des pronostics sur qui on pense sera premier et deuxième. Est-ce que c'est ça dans la carte, ce n'est que le premier et le deuxième, il n'y a pas de meilleur troisième, non? Ouais, c'est vrai que le premier et le deuxième se qualifient. On va ici poule par poule. On va essayer de donner nos pronostics sur cette canne. Bon, on commence avec la poule A qui comporte le Maroc, le Mali, la Zambie et le Comore. Quel est le classement que tu peux donner sur cette poule? Bah, je pense que je suis tenté de dire que le classement est déjà fait. Mais après, la Zambie a souvent été très surprenant dans ce qu'il propose comme jeu. Mais je laisserai ça comme ça. Ouais. Je laisserai ça comme ça. Moi aussi, je dirais naturellement le Maroc à domicile, ils ne vont pas décevoir. Je pense qu'ils vont se qualifier au moins pour le huitième. Je vois le Maroc se qualifier. Derrière le Mali, je pense que ça va se jouer coude à coude entre le Mali et la Zambie, j'espère. Mais décision finale, je dirais aussi comme toi, Maroc et Mali. On va à la poule B, où on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et la Zambie. Poule très intéressante
Qu'est-ce que tu penses de cette poule B? La poule B, oui, l'Égypte va se qualifier au la main. Au la main, tu penses? Oui, l'Égypte va se qualifier au la main. C'est quand même l'Égypte. Je ne sais même pas s'ils sont déjà sortis au premier tour d'une CAN. Donc, c'est ce que l'Égypte va se qualifier. Maintenant, en deuxième, je mettrais l'Angola. Je pense que l'Angola a un peu l'esprit, un peu plus de la CAN, a souvent montré de très bonnes choses. Je mettrais l'Angola, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Pour moi, moi, je dirais ça va se jouer. Je dirais ça va se jouer. Je peux pas dire que l'Égypte, ça sera haut la main. Je peux pas dire que l'Égypte, ça sera haut la main. Je vois quand même l'Égypte premier du groupe, mais ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va être Si tu compliqué. les vois premier le groupe de la poule, ça va. Hein. Ouais, je vois quand même premier du groupe. Derrière, pour moi, contrairement à toi, je vois plutôt l'Afrique du Sud. Je crois que les prestations de l'Afrique du Sud faites récemment, ils ont montré qu'ils sont capables. Ils ont montré que voilà, on doit les prendre au sérieux en Afrique dorénavant. La dernière CAN, ils sont demi-finalistes de la dernière CAN. Ils se qualifient dans un pool pas facile, n'est-ce pas, avec le Nigeria, qu'on a vu très grande nation du football africain. L'Afrique du Sud se qualifie devant le Nigeria, devant le Bénin aussi, qui avait aussi toutes ses chances. Je pense que moi, je dirais, je laisse le classement comme il est. Donc, je dirais l'Égypte en premier, Afrique du Sud en deuxième, Angola troisième et tout. Mais voilà, je vois l'Égypte, Afrique du Sud en deuxième place. Dans le groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Qu'est-ce que tu penses de cette poule? Ouais, je pense que y a rien à dire, le classement est déjà fait. Hein. Le classement est fait. Ouais. Ouais, moi aussi, pareillement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette poule. Je crois que ça sera une poule assez prenable pour les deux équipes, naturellement la Tunisie et le Nigeria. L'Ouganda, je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus d'expérience sur la CAN. C'est vrai que récemment, ils sont en train d'essayer de s'activer un peu, mais je pense que l'Ouganda a besoin de plus d'expérience. Tanzanie, voilà, c'est un peu les gars dormants. Je pense qu'ils peuvent proposer des choses, mais ça demande encore du travail. Donc, je suis d'accord avec toi. Premier, Nigeria, deuxième, Tunisie. La poule D, on a le Sénégal, le Congo, le Bénin et le Botswana. Qu'est-ce que tu penses de cette poule D? Bon, je pense qu'il y aura une concurrence rude entre le Sénégal et le Congo. Si le Congo vient avec la dynamique avec laquelle ils ont abordé les qualifications de la Coupe du Monde, ça risque d'être serré. Mais le Sénégal reste individuellement plus qualitatif. Donc, je dirais le Sénégal premier, le Congo deuxième, le Bénin troisième, le Botswana quatrième. Donc, on a l'impression que la CAF a classé un autre. Le classement déjà. Parce que depuis là, on a l'impression que voilà, Jama n'a pas beaucoup changé le classement. Hein. Bon, après, c'est moi qui n'ai pas beaucoup changé le classement parce que au niveau de l'Angola, tu as mis l'Angola deuxième et l'Afrique du Sud le troisième. Moi, je pense que effectivement, Sénégal, je vois le Sénégal quand même premier, mes frères congolais, c'est vrai. Moi, dans mon cas, j'aimerais vous mettre premier, mais Sénégal, ça reste le Sénégal. Donc, je mettrais Sénégal premier, Congo deuxième. Après, le Bénin qui propose de bonnes choses aussi. Botswana aussi, bah, je mettrais le Bénin en troisième place et le Botswana en quatrième place. Donc, qualification, Sénégal, Congo. Nous avons la poule E. Nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan. Moi, je pense que ça, c'est une poule qui va se jouer, hein, Namak. Ouais, tout à fait. Je pense que les équipes se valent. Hein. Je pense que les équipes se valent. Je suis tenté de dire l'Algérie premier, mais ça peut se jouer entre le Burkina et la Guinée aussi, qui a fait de très bonnes apparitions, notamment à la CAN au Gabon, au Cameroun, autant pour moi. Donc, et même à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça peut se jouer, mais je vais laisser Algérie premier, Burkina deuxième, et ouais, je ne change rien du tout aussi. Ouais, voilà, on a l'impression que la CAF a fait un classement déjà. C'est ça. Moi aussi, pareillement, hein, la Guinée équatoriale propose de très bonnes choses. À la dernière CAN, ils ont proposé de très bonnes choses. À la dernière CAN, on a le meilleur buteur de la compétition, était équato-guinéen, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, le meilleur buteur de la dernière CAN était équato-guinéen. Je pense que, naturellement, je mets l'Algérie en première position. Naturellement, je mets l'Algérie en première position. Mais la deuxième place, ça va se jouer entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Personnellement, je ne peux pas mettre un deuxième sur cette poule. Je pense que la Guinée équatoriale a ses chances, le Burkina a ses chances, le Soudan, ça demande encore du travail. Je pense que ma pose encore besoin du travail pour cette canne, mais je dirais d'office l'Algérie premier, mais Burkina et Guinée équatoriale, ça va se jouer.
Bon, ça se joue entre le Burkina et la Guinée équatoriale. Maintenant, on va à la poule F, que je considère la poule de la mort. Le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Mozambique. Qu'est-ce que tu penses de cette poule, Jean-Marc? Ouais, déjà, c'est un peu hyperbolique de dire plus de la mort. De toutes les façons, je vais voir le verre à moitié plein, tu vas voir le verre à moitié vide, donc ça sert à rien, mais j'estime que c'est un peu hyperbolique de parler de plus de la mort. Je pense que c'est. Moi, je vois la Côte d'Ivoire être premier. Je vois le Gabon être deuxième dans cette poule, ça va te paraître bizarre. Et le Cameroun troisième et la Mozambique quatrième. Ça, c'est ce que je. Objectivement. Après, est-ce que c'est ce que je veux? Non. Mais objectivement, que le Cameroun, effectivement, soit premier de cette poule. Mais objectivement, quand on fait le mélange des joueurs, de l'ambiance, de la dynamique du groupe, honnêtement, le Cameroun, je le vois en troisième. Et là encore, en espérant que le Mozambique ne fasse pas la surprise de l'outsider, parce que c'est pas impossible. Donc, je vois la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et le Mozambique. Moi, je pense Après, comme je dis, impossible n'est pas camerounais. Effectivement. Moi, je pense que pour cette poule, vraiment, je ne peux pas mettre un premier. Je peux pas, honnêtement, objectivement, je ne parle pas sans émotion, vraiment. Parce que j'ai vu ce que le Gabon a proposé face à la Côte d'Ivoire. J'ai vu ce que le Gabon a proposé face à la Côte d'Ivoire lors des qualifications de la Coupe du Monde. Et je me dis, est-ce que je peux définitivement mettre la Côte d'Ivoire devant le Gabon? Je ne pense pas. Le Cameroun, ça reste une équipe très compliquée à la CAN. Même si le Cameroun ne propose pas un très beau football, on a vu comment le Congo, moi je pense que le Congo a plus de difficultés face au Cameroun que face au Nigeria. Par contre, je pense que le Congo a plus de difficultés face au Cameroun. Ils ont gagné dans le temps réglementaire, oui, mais lorsqu'on voit le jeu, parce que quand on a vu le match Congo-Nigeria, le Congo a dominé pratiquement toute la moitié du temps. Moi, je pense qu'après la pause, le Congo a dominé. Ils n'ont pas été décisifs face au goal. Moi, je pense que le Cameroun aujourd'hui, ça reste une sélection difficile à battre. Pas parce que je suis Camerounais, mais je me dis le Cameroun aujourd'hui, ça reste une sélection difficile à battre. Donc, moi, je pense que le classement reste sur ces trois équipes-là. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Maintenant, si elle veut donner un classement définitif, je dirais la Côte d'Ivoire en premier, le Cameroun en deuxième. Parce que moi, j'ai encore des difficultés à faire confiance au Gabon dans des compétitions internationales comme la CAN. J'ai des difficultés à faire confiance au Gabon. Je serais parti comme toi, Côte d'Ivoire, Gabon. Mais je me dis, à la fin de la journée, ça va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je pense que le Cameroun risque de faire une CAN similaire à ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ça va se jouer dans les détails au dernier match. Et je pense que le Cameroun, on peut voir vraiment un match Cameroun-Gabon décisif à la fin. Je pense que lors des matchs comme ça, le Cameroun a tendance souvent à faire des meilleurs résultats. Donc, voilà notre analyse pour rappeler. Pour le groupe A, moi, Jean-Marc, on a choisi Maroc, Mali pour se qualifier. Groupe B, Jean-Marc a choisi l'Égypte et l'Angola. Moi, je choisi l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, retenez ça, les amis. On va voir ce que ça va donner après. Groupe C, Jean-Marc a choisi Nigeria, Tunisie, pareil pour moi. Groupe D, on a choisi tous ensemble Sénégal, Congo. Groupe E, ensemble, moi et lui, on a choisi Algérie. Jean-Marc a choisi l'Algérie, le Burkina. Moi, je choisis l'Algérie en premier, mais ça va se jouer entre le Burkina et la Guinée équatoriale. Moi, je n'arrive pas à déterminer un deuxième. Et le groupe F, Jean-Marc a choisi la Côte d'Ivoire et le Gabon. Moi, j'ai choisi la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, retenons tout ça, la famille, et on va voir ce que ça va donner après. La vidéo déjà tire à sa fin. Jean-Marc, j'aimerais qu'on parle un peu de la journée n'a pas été facile pour toi, je sais, mais la vidéo tire à sa fin. J'aimerais qu'on parle un peu de cette CAN. Parce que j'ai l'impression que la CAN, toujours, on a l'impression de régler la CAN au second plan. La CAN devait se jouer à l'été à cause de la Coupe du Monde des clubs. On a décalé la CAN pour décembre. En Côte d'Ivoire, la CAN devait se jouer à l'été à cause des conditions météorologiques. On a décalé la CAN pour le début d'année. Pareil au Cameroun, la CAN devait se jouer en été. On décale encore la CAN. J'ai l'impression, est-ce que cette CAN manque de stabilité, Jean-Marc? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la CAN, c'est une compétition assez stable? Parce que j'ai l'impression comme si on décale quand ça nous plaît, on met quand ça nous plaît, on a l'impression qu'on ne respecte pas les calendriers. Derrière, la FIFA dit que non, les joueurs doivent être sélectionnés 2 semaines avant la compétition.
est-ce que vraiment cette CAN est respectée, non seulement pour les sélections africaines, par les sélections africaines et par les instances du football mondial? Est-ce que la CAN au jour d'aujourd'hui est respectée? Ouais, est-ce que la CAN est respectée? C'est une bien grande question. Je pense que la CAN n'est pas la priorité de la FIFA, malheureusement. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage, Vu mais que la CAN au jour d'aujourd'hui, je pense que en termes même de visibilité, la CAN après la Coupe du Monde, je pense qu'il y a la Coupe du Monde, il y a l'Euro. Après, c'est la CAN en termes de visibilité, quoi. oui, en termes de visibilité, oui, mais la FIFA reste une entreprise qui fonctionne surtout avec le revenu et j'en passe. Après, oui, je suis d'accord avec toi que la CAN mérite beaucoup plus d'être prise au sérieux. Oui. Après, le fait qu'on change les périodes de l'année à laquelle se joue n'est pas forcément un signe d'irrespect. Je pense que c'est peut-être un signe d'adaptation. Je veux dire, une année où il y a la Coupe du Monde, il faut quand même trouver un moyen de jouer la Coupe du Monde et la CAN. Il faut quand même trouver certaines possibilités qui peuvent parfois laisser croire qu'on néglige la CAN. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas? Je sais pas, mais je pense que la CAN doit être mieux considérée, mieux respectée. Mais est-ce que le fait que ça change le période chaque année veut dire que c'est... On a vu la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde aussi a changé de période. Ça se jouera pas comme ça s'est souvent joué. Donc, je pense que c'est une question qui se pose. Beaucoup de gens estiment que la CAN n'est pas considérée à sa juste valeur. Je pense que oui, c'est pas considéré à sa juste valeur. Mais après, je pense que la FIFA a ses priorités par rapport aux compétitions qui le rapportent plus, par rapport aux compétitions qui sont les plus vues. La CAN n'est pas beaucoup plus vue que l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est une réalité. Malheureusement, parce que la diffusion, parce que les droits, parce que Parce que les les stades clubs, aussi. les stades, parce que les infrastructures, parce que les clubs ne laissent pas les joueurs, un tas de raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la CAN n'est pas la priorité de la FIFA. Et c'est pour ça qu'on espère que les CAN comme celle qui va se jouer au Maroc cette année puissent davantage permettre de prendre la CAN au sérieux. Au sérieux, ouais, ouais. Parce que ça va Et se parce que jouer. moi, je vois chaque année, la CAN progresse. Pour moi, je crois que le football s'améliore. Plusieurs binationaux, on a parlé, commencent commencent à choisir des sélections africaines. On pourra en reparler encore des binationaux et tout. Et la CAN aujourd'hui, je pense que ça s'améliore, mais on a l'impression que ça tarde à être. Parce que c'est vrai, la Copa América, par contre, aussi a été un peu très instable. À un moment donné, on disait que la Copa América se jouait pour Messi, parce que ça se joue chaque année. Mais la CAN a essayé de s'accorder ça, parce qu'un temps, on jouait la CAN dans les années paires. Après, on a décidé, ben, ça tombe souvent dans les mêmes années que la Coupe du Monde et tout. On a décidé de jouer les années impaires. Après, on a toujours eu un peu de difficultés et tout. On a assisté un peu avec des accommodations et tout. Moi, je pense que la CAN d'aujourd'hui, c'est une très grande compétition. Troisième compétition pour moi de football, très grande compétition. Bon, après, si on va parler de la Champions League, je pense pour les nations. Après la Coupe du Monde, je pense que c'est la. Après, par rapport à la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Après l'Euro, je pense que c'est la CAN. En termes de droit, en termes de visibilité et tout, je pense qu'aujourd'hui, on doit respecter un peu la CAN. Et la date, je veux aussi un peu m'appuyer sur la date. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, c'est plus productif pour les joueurs de jouer en milieu de saison, de jouer en fin de saison, ça veut dire en été. Est-ce que c'est mieux pour les joueurs? Est-ce que tu penses que c'est mieux de garder la. Parce qu'il y a eu un gros discours là-dessus. Jusqu'à on discute sur les clubs, tu as parlé, les clubs ne pas laisser marcher les joueurs. Et les joueurs ont l'impression de ne pas avoir assez de repos parce que en hiver, je crois que les joueurs ont pratiquement 1 ou 2 semaines de repos et tout. Entre-temps, les joueurs africains se préparent pour la CAN, qui se joue souvent en janvier, mais cette année, ça se joue en décembre. Est-ce que c'est mieux de garder la CAN en milieu de saison ou c'est mieux de garder la CAN en fin de saison à l'été? Idéalement, c'est de garder la CAN en fin de saison pour un tas de raisons. Les raisons de commerce, ça reste une fête, ça reste un événement festif. Donc, l'été, c'est le meilleur moment pour vendre plus la CAN, c'est le meilleur moment pour diffuser. Après, comme je dis, la priorité de la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Si la Coupe du Monde coïncide ne serait-ce qu'un peu avec une compétition, bah, on la change. Et ça, on ne peut rien y faire. La Coupe du Monde se joue chaque 4 ans. Donc oui, idéalement, ce serait mieux de jouer la CAN en fin de saison. Comme tu l'as dit, pour plusieurs raisons. Pour les raisons
déjà physique, parce qu'il faut le Il repos, faut se reposer, effectivement. parce que parfois les clubs privilégient justement les clubs. Donc, ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Après, moi, je pense que c'est à nous, Africains, de rendre la CAN aussi événement, parce que je pense Ouais, que si, important de voilà, se faire respecter, de quoi. se faire respecter, je pense Ouais. que si on réussit ici la CAN au niveau d'une compétition comme l'Euro, bah, on pourrait effectivement dire on n'est pas d'accord et on aura moins de joueurs africains qui ne viennent pas à la CAN pour rester en club que les joueurs européens qui ne vont pas à l'Euro pour rester Club. à club. Donc, je pense que c'est à nous Ouais. de s'imposer. Ouais. On a pu justement s'imposer, comme tu as dit, chaque année, de plus en plus. La CAN fait parler, la CAN fait reconnaître des joueurs. Et on a aussi des binationaux qui choisissent. Bon, choisissent. Beaucoup n'ont pas le choix. Ouais, C'est ce beaucoup. que je dis. On arrivera là-dessus, effectivement. Beaucoup n'ont pas le choix. Ouais. Beaucoup viennent en Afrique parce que ça joue, ça a une certaine portée. Donc, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser sur l'importance qu'on accorde à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'on peut accorder une meilleure importance à la CAN, mais il va falloir travailler là-dessus. Moi, je pense effectivement comme toi, je pense que derrière, il y a un travail que la Confédération africaine de football doit faire, la CAF doit faire pour, n'est-ce pas, vraiment se faire respecter. Et l'accommodation, je pense que c'est important, c'est nécessaire pour la CAN. Mais je pense qu'il y a aussi un avantage, même si on ne voit pas, il y a un avantage de jouer en milieu de saison, parce que de fois, beaucoup de jeux sont relancés. Grâce à la CAN, en milieu de saison, on a vu la Dingra qui sont vraiment relancés, Carlos Baleba qui, voilà, même s'il jouait déjà bien en club, mais voilà, la CAN, en Côte d'Ivoire, ça l'a permis vraiment de le mettre encore en haut. On a vu beaucoup de joueurs, même à la sélection camerounaise, dans d'autres sélections, vraiment se servir de la CAN pour relancer. On a vu d'Aboubacar Vincent qui sont venus à la CAN, il n'est pas de club, notamment en 2021 au Cameroun, il n'est pas de club. Après, il finit la CAN, on le rachète en club à Porto. Je me rappelle, quand il finissait il n'a pas de club après la CAN au Cameroun, Porto le rappelle, parce qu'il fait une très belle CAN au Cameroun, il sort meilleur buteur au Cameroun et tout. D'ailleurs, on se dit, ben voilà, le mercato d'hiver, on le rappelle. Mais après, cet argument, je pense que c'est faible parce qu'il y a le mercato aussi d'été. Donc, si vous faites aussi une belle canne en été, ça vous relance aussi en club. Les clubs peuvent aussi vous racheter. Encore, je reviens encore sur Abaka Vincent. Désolé, les gars, qui dans la bouche, mais Abaka Vincent, encore en 2010, qui vient un joueur local, qui vient en Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Il fait une très belle Coupe du Monde. Derrière, il signe à Lorient en France. Donc, moi, je pense que idéalement, on doit garder la CAN année impaire. Ça ne va jamais coïncider avec la Coupe du Monde, ça c'est déjà bien. Et on garde la CAN en été parce que ça permettra, n'est-ce pas, que les joueurs puissent finir la saison. Naturellement, ils ont peut-être 1-2 semaines de préparation de repos. Après, ils entament la CAN, ils jouent la CAN. Ils ont encore peut-être 1 ou 2 semaines de repos avant le début de saison. Donc, moi, je pense qu'en été, ça sera l'idéal pour les joueurs africains pour pouvoir mieux récupérer et ne pas se sentir surchargé parce que après derrière on a vu aussi des grands joueurs qui parfois lorsqu'ils se rendent compte que leur équipe n'est pas très bonne, je ne vais pas citer les noms ici, il y a notamment quelques joueurs au Gabon et tout ça là qui quand ils voient que l'équipe n'est pas très compétitive, ben ils ne viennent pas parce qu'ils veulent prioriser n'est-ce pas leur club parce qu'ils voient que bon derrière on a une compétition, on a peut-être la Champions League à jouer, on a là, le club a plus de possibilités de jouer, il ne veut pas venir jouer à la CAN en milieu de saison, se blesser et tout ça là. Or, quand ça en fait une saison, la saison est terminée. Ce qu'il fallait faire a été fait en saison. Maintenant, on est à autre chose. Le début de saison, c'est loin. Donc, derrière le club, je se dis, même si je me blesse, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je reviens à minima, en milieu de saison, je continue ma saison. Ma saison n'est pas terminée, n'a pas été gâchée. Donc, je pense que personnellement, je pense qu'on doit garder la CAN années impaires et n'est-ce pas, en milieu de saison pour dire cela sur la CAN. Donc voilà, on approche, n'est-ce pas, à cette fin de vidéo. Jean-Marc, on a parlé un peu sur la CAN, on a parlé un peu sur les joueurs africains. Et puis je vais terminer avec deux choses, n'est-ce pas, notamment les coachs et les joueurs. Aujourd'hui, on commence à remarquer qu'il y a de plus en plus de coachs africains qui coachent les pays africains. Ce qu'on ne voyait pas par le passé, on en voyait beaucoup de coachs étrangers qui coachaient les pays africains. Aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, c'est un Sénégalais, au Nigeria, bon, c'est un Malien qui coach le Nigeria et tout. Au Maghreb, c'est pratiquement les coachs locaux qu'ils ont pris. Tu parlais du Gabon et tout, le Cameroun qui est aussi un coach camerounais.
et récemment, on a vu parmi Samuel Eto'o le disait encore, parmi les équipes qui ont été qualifiées pour la Coupe du Monde, sur 9 équipes, pratiquement 7 équipes sont les coachs africains. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire pour les Africains d'avoir des coachs africains? Est-ce que c'est important pour la productivité, pour le rendu en termes des compétitions même locales, peut-être des joueurs qui connaissent mieux le championnat local, et aussi les compétitions même internationales, parce qu'on a vu cette fois les meilleures prestations des équipes africaines ont été faites par les coachs, notamment le Cameroun, on gagne la Coupe des Jeux Olympiques avec un coach camerounais. C'est vrai qu'après, il y a les coachs étrangers qu'on a fait de très bonnes choses avec eux. Est-ce que tu penses, le Maroc par exemple, il va en demi-finale avec un coach local. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire pour les Africains d'avoir un coach local? Je pense que c'est nécessaire d'avoir un coach performant, qu'il soit local ou pas. Je pense que qu'il soit blanc ou pas, ou arabe ou noir, le plus important c'est d'avoir un coach performant. Après, si on peut avoir un coach performant africain ou du pays, c'est l'idéal. Mais il n'y en a pas toujours. En fait, je veux pas. Il faut surtout éviter d'entrer dans on veut le local. Le conflit, ouais. On veut un entraîneur local juste. Ouais. Tu vois ce que, même s'il n'est pas performant. Extra patriotique, ouais. Voilà, ça va nous amener nulle part. Ouais. C'est ce que je dis. On veut un sélectionneur qui est compétitif, un sélectionneur qui a de l'expérience et qui va nous faire gagner. C'est ce qu'on veut quand on est un sélectionneur. On n'est pas là pour faire la représentation locale. Si un coach local est performant, on lui donne sa chance. Mais il ne faut pas... Et oui, comme je dit tantôt, un peu plus tôt, s'il y a le choix entre un sélectionneur local qui n'a pas beaucoup d'expérience et un sélectionneur étranger qui a de l'expérience, mieux vaut donner la chance au sélectionneur local qui est camerounais, ou africain, qui va non seulement investir l'argent dans le pays, parce qu'il y a aussi les enjeux économiques, mais qui va aussi, qui est plus connecté aux réalités, qui est plus patriotique. Donc le plus important, c'est d'avoir un sélectionneur qui est performant, qui soit local ou pas, qui soit noir, blanc ou je sais pas trop quoi, parce que parfois les gens aussi se perdent et disent on veut plus les sélectionneurs blancs, on veut les sélectionneurs noirs. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Le sélectionneur noir peut être performant. Donc il doit aller se former pour être. On a vu le Cameroun, on a fait une petite campagne avec. J'oublie son nom, ce joueur qui a coaché le Cameroun avant la CAN. Goberson? Non, pas Goberson. Néerlandais là. J'oublie son nom, mais c'est bon, c'est pas grave. Alors, il a coaché le Cameroun là. Mais c'est pas grave alors. Sidorf, tu vois. Clarence Sidorf, effectivement. Ouais, c'est pour dire qu'il était noir, mais c'est pas parce qu'il. C'est ça, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Il n'a pas donné un bon rendu. C'est surtout les faux combats. Le plus important, c'est d'avoir un sélectionneur qui est performant. Et c'est tout. Moi, je pense aussi, comparativement à toi, je me dis, effectivement, il faut un coach performant, mais il ne faudrait pas que ça soit performant parce que, voilà, il a coaché, il a gagné la deuxième division française avec tel club, il sait qu'il a qualifié le club. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne des petits exploits européens ou bien occidentaux et on se dit, bon, parce qu'il a fait juste ça, n'est-ce pas? Il peut venir, ça c'est un peu minimisé, n'est-ce pas, le football africain, et se dit, ben, le petit rendu qu'il a fait là-bas, ça va donner un grand rendu en Afrique. Après, on a des joueurs comme, on a des coachs comme Hervé Renard, parce que oui, Hervé Renard, il a fait de très bonnes choses en Afrique, mais avant de venir en Afrique, il n'avait pas un très grand palmarès en tant que coach en Ligue 1 et tout. Il a coaché des équipes en Ligue 1, il a fait des trucs et tout, mais il n'avait pas. Après, il a coaché le Cameroun, il a coaché la Côte d'Ivoire, il a coaché l'Algérie, je pense. Donc, il a coaché d'autres équipes enfin, il a gagné des 2 CAN et tout. Je pense que oui, des fois c'est bien, mais je pense que pour moi, s'il y a un coach africain qui évolue en Afrique, par exemple, je prends un exemple, il a gagné le championnat local. Il a peut-être qualifié l'équipe pour la Champions League africaine. Il sort peut-être en quart de finale Champions League africaine. Qu'on laisse ce coach et qu'on peut prendre un coach peut-être qui a fini, je sais pas quoi, 10e du championnat français. Mais après, les gars, quand même, tu vois, ça c'est un moyen de minimiser aussi notre football local. Ça c'est un moyen de minimiser aussi les compétitions locales en Afrique. Moi, je pense que quand on parle de performance, il faudrait qu'on soit clair sur les performances, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise performant, oui, parce qu'il n'a jamais remporté de titres en Europe,
il a peut-être fini dans le top 5, je sais pas quoi, il a fini peut-être, je sais pas, il a maintenu même pas le top 5, parce que souvent les coachs du top 5 là, ils n'ont pas envie de venir même, ils n'ont pas envie de venir même en Afrique. Peut-être il a sauvé de la relégation. Et à cause de ça, on le prend, il vient en Afrique. Moi, je pense que c'est quelque chose que après on doit arrêter parce que des fois, si c'est un coach qui vient en Afrique, tu regardes le passé avant qu'il vienne en Afrique, et il n'y a rien. Il vient pratiquement en Afrique se former, entre guillemets, parce qu'on a vu, je reviens un peu sur Hervé Renard, qui est un grand coach, mais on a vu Hervé Renard, après ça, il a eu des opportunités avec le Qatar et tout, il a eu des opportunités avec l'équipe de France féminine, où ça n'a pas tué ça, mais pour dire que il faudrait pas qu'on. L'Afrique, c'est pas un endroit où on vient se former, en fait. Je veux qu'on arrête un peu ce stigma de se dire que parce que, même si c'était noir, comme ça revient encore sur la couleur de peau, tu vois, tu peux être noir, mais pas parce que tu es noir que. Hein, je prends peut-être. Il y a beaucoup de coachs noirs en Europe qui ne font pas de très bons résultats, mais derrière, tu vois, je prends peut-être le coach de Nantes qui vient d'être viré, j'ai oublié son nom, le Sénégalais, et tout ça là, qui vient d'être viré. C'est pas parce que. Oui, Abibé, qui. Voilà, je peux le recruter au Sénégal, mais peut-être parce qu'il est sénégalais, mais pas parce qu'il a fait quelque chose de trop grand en Europe. Parce que bah, voilà, avec Nantes, il n'a pas fait de grand chose. Donc, moi, ce que je voulais revenir sur ce que tu disais sur la performance pour dire que il ne faudrait pas que la performance soit calquée à l'occidental, en fait. Pour se dire que parce qu'il a réalisé quelque chose de minime en Occident, il peut venir en Afrique faire quelque chose de grand. Pourtant, il y a les coachs locaux qui font quelque chose de grand en Afrique, mais on ne les prend pas, soit disant parce qu'ils n'ont pas peut-être, sont pas photo grande compétition. En fait, là, tu soulèves un gros sujet, c'est ce qu'on appelle l'eurocentrisme, de plus en plus évoqué dans la littérature. L'eurocentrisme, c'est le fait qu'on considère que le référentiel, c'est l'Europe. Ouais. Et ça, c'est présent partout. C'est comme je dis, c'est très courant dans la littérature depuis 2000. Je veux dire, ça, c'est pas seulement dans le domaine du football, c'est dans le domaine en général. C'est un phénomène qui est réel. Je veux dire, c'est réel. Est-ce que c'est à tort? Est-ce que ça a raison? On peut débattre, mais je pense qu'aujourd'hui encore, l'Europe, c'est notre référentiel. À tort ou à raison, c'est le cas. Je veux dire, c'est un fait. Ouais. Je veux dire, d'ailleurs, quand tu fais les sélections, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'il y a les joueurs à l'équipe je ne sais plus quelle équipe qui joue en Europe, qui joue dans les grands européens. Donc, tu estimais que l'Europe est supérieure. C'est un fait, mais c'est de l'eurocentrisme. C'est un fait parce que tu estimes que les championnats européens sont beaucoup plus performants. C'est un fait, mais tu considères aussi que l'Europe, c'est un référentiel. Donc, inconsciemment, toi aussi, tu le considères en disant que on a les joueurs qui jouent en Europe, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, tu considères dans tes propos que l'Europe, c'est ce que tu as dit, non? Tu considères dans tes propos oui, que... oui, mais après on ne va pas se mentir, l'Europe, ça reste au-dessus de toi du football, tu vois. L'Europe a les meilleurs championnats et tout. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe ne propose pas quelque chose. Je dis, mais il ne faudrait pas que, quand on parle de performance, s'il n'y a pas les gars en Afrique qui peuvent le faire, allons, comme tu as dit, on va sur la performance, mais je veux dire, il ne faudrait pas qu'une personne qui a fait quelque chose de petit, parce que des fois, c'est ça, on nous ramène des coachs qui, récemment, on a des Marc Brice au Cameroun qui, voilà, on voit la carrière, il n'a pas vraiment fait quelque chose. Et puis, c'est lui qu'on vient, on en ramène. Pourtant, il a sélectionné en Europe. En fait, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas juste. L'eurocentrisme, c'est un phénomène. Tu peux pas juste choisir et de dire que si on veut aller dans ta logique de dire non à l'eurocentrisme, on va aller dans la logique d'appeler les joueurs locaux. On va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ok, non, moi, on n'est pas obligé. C'est pas le chemin, je veux dire. Non, si on va aller dans la performance, prenons des coachs performants. Ça veut dire que, prenons ces grands noms qui coachent en Europe, qui ont gagné des choses, qui ont fait des trucs, qui ont fait des belles prestations en Europe. Mais n'allons pas prendre des restes. C'est ça que ça fait des choses. L'Europe, c'est le toit du football, oui, mais ce que je veux dire, c'est que n'allons pas prendre des restes parce que on pense que étant un reste là-bas, il peut venir en Afrique et faire des belles choses. C'est justement ce que je te dis que dans l'eurocentrisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on estime que celui qui est faible à l'étranger est plus fort que celui qui est faible ici. C'est ça que je t'expliquer que tu peux pas. On estime déjà que être sélectionné en Europe, celui qui est sélectionné en Europe, qu'il soit faible ou fort, il est plus fort que celui qui est sélectionné ici. C'est ça qu'on dit tous en tant que société. Et c'est ça que tu remets en question. Sauf que si on veut remettre ça en question, on va aussi remettre en question pourquoi on estime que les joueurs qui jouent en Europe sont plus forts que les joueurs qui jouent ici. Mais bon, après, le championnat local n'est pas. Voilà, donc les sélectionneurs locaux aussi ne sont pas
C'est ta logique. Non, c'est ta logique. Non, ce que je veux, c'est que je n'ai pas dit qu'on prend n'importe qui en local. Moi, je dis un coach qui a prouvé, qui a gagné, qui a fait des choses. Qui a gagné un championnat qui est inférieur à un coach qui n'a pas gagné un championnat qui est supérieur. C'est un peu comme si tu disais ok, le premier. Mais même s'il n'a pas gagné, ça dépend aussi de comment le coach a coaché. Il y a les coachs qui ne gagnent pas. Tu vois, des Michael Arteta aujourd'hui. Il y a les Michael Arteta aujourd'hui qui ne gagnent pas nécessairement, mais qui après, derrière, on voit le coaching, on voit que c'est là, tu vois. Il y a aucun club qui n'ont pas gagné tout le temps, mais on a vu le coaching était là. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a un coach que tu vois, il peut coacher, tu vois. On a les Bruno Genesio qui très bon coach, il n'a pas gagné la Ligue 1, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des coachs qui peuvent coacher, tu vois, et on sait qu'ils peuvent coacher. Tout le monde sait, il n'a pas besoin de gagner, tu vois. On sait qu'ils peuvent coacher. On voit la compétitivité, on voit, tu vois. Mais derrière, il ne faut pas comprendre un coach qui n'a rien prouvé, tu vois, on ne le connaît même pas, à la limite, tu vois. Il vient là, il coach un club qui, autant des gars derrière qui font, je sais pas comment, tu vas amener à comprendre que si on va aller dans la performance, même si l'Europe, on suppose que l'Europe est plus performant, prenons quand même des gars qui ont prouvé, qui ont montré quelque chose de bien, quelque chose de qualitatif, tu vois. Et puis voilà, donc c'est un peu ce que je voulais. Moi, je comprends ce que tu dis, je t'entends très bien. Sauf que ce que tu ne veux pas accepter, c'est que on dit tous en tant que société que celui qui a sélectionné. Tu as parlé de performance. Oui. Ok, tu as dit que ce que tu refuses d'accepter, c'est que celui qui est sélectionneur à l'étranger, en Europe précisément, même s'il n'est pas performant, il sera toujours considéré supérieur à celui qui est sélectionneur en Afrique, même si celui en Afrique est performant. C'est une réalité. C'est ça oui. que tu déplores. Oui, oui. C'est ça que tu déplores, mais Oui. c'est une réalité. Oui, oui. Et c'est une réalité pour laquelle il faut changer. Il faut un changement de paradigme, pas juste un changement de paradigme de dire, OK, nos joueurs aussi, on prend les joueurs locaux. Il y a beaucoup de nations africaines qui l'ont compris. Tu as parlé du cas de l'Afrique du Sud. Le Congo à une époque, Ouais. tu vois ce que je dis. Et pour ça, il faut justement qu'on révolue notre championnat local. Pour qu'on fasse ça, il faut qu'on ait un championnat comme l'Afrique du Sud, ils l'ont fait. Les équipes comme Mamelodi Sundowns, qui justement n'ont rien envie aux équipes à l'étranger. Les équipes comme Tupuisa Mazembe. Il faut qu'on a ces infrastructures, ces équipes. Donc ce que je dis est vrai. Mais la réalité, c'est que. Il faut développer sur le football local. C'est ça, il faut développer le foot. Ça, c'est une question beaucoup plus grande. Et comme je dis, c'est une question qui s'applique de manière générale. Quand on parle d'eurocentrisme, on parle de tout. Les gens estiment que quelqu'un qui vient de l'étranger avec un diplôme est beaucoup plus mieux traité que quelqu'un qui vient de l'Afrique avec un diplôme qu'il a eu en Afrique, même dans une grosse institution en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est l'eurocentrisme. On estime qu'à l'étranger, il y a beaucoup. Mais pour changer ça, il faut quoi? Il faut justement, tu vois, montrer qu'on peut. Donc c'est un peu ça. Élever le niveau. Ben les gars, la famille, merci. Je crois que c'est une très belle discussion que j'ai pu avoir avec mon frère Jean-Marc ici. On va continuer avec cette longue série qui va continuer tout au long de la CAN et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous encourage à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez les commentaires s'il y a des choses que vous pensez qu'on peut ajouter, on peut faire tout ça là. Laissez un commentaire. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.